Bonjour à tous et bienvenue au module 5. Avec ce module, nous poursuivrons notre apprentissage du théorème de transport de Reynolds et de l'équation de la conservation du moment. La conception de nombreuses structures hydrauliques telles que les vannes, les aubes de déviation d'écoulement, mais aussi les pompes et les turbines, dépendent des forces exercées par le fluide. Dans ce module, nous analyserons ces forces en utilisant le moment linéaire, lui-même basé sur la deuxième loi de Newton de mouvement. Voici nos objectifs principaux pour ce module. Nous allons développer les principes de la quantité de mouvement linéaire pour un fluide. Avec cela, il sera possible de déterminer les forces que le fluide en mouvement exerce sur une surface. Nous verrons ensuite plusieurs applications spécifiques de l'équation de quantité de mouvement. Comme nous l'avons vu dans le module 4, la propriété d'un fluide qui ne dépend que de la quantité de masse dans un système est appelée propriété extensive N. On l'appelle comme ça car la masse s'étend dans tout le système. La quantité de mouvement, par exemple, est une propriété extensive puisqu'elle représente une masse multipliée par une vitesse. En revanche, les propriétés d'un fluide indépendantes de la masse, telles que la température, sont appelées propriétés intensives. Elles sont dénotées par la lettre grecque état. Nous avons vu qu'il est possible de représenter n'importe quelle propriété extensive N comme étant une propriété intensive état en l'exprimant simplement par unité de masse, c'est-à-dire que état est égal à N divisé par M. Par exemple, si on prend la quantité de mouvement, celle-ci est donnée par N est égale à la masse fois la vitesse. Dans ce cas, on voit que état, c'est la vitesse. Nous avons également démontré l'équation du taux de variation du temps d'une propriété N. Ici, le premier terme de l'équation représente le changement local et le deuxième terme représente le changement convectif de N dans le système. Il est nécessaire d'appliquer le théorème de transport de Reynolds pour décrire le taux de variation de la quantité de mouvement par rapport à un volume de contrôle. On voit bien ici que la quantité de mouvement linéaire est une propriété extensive d'un fluide. Maintenant, en substituant ce résultat dans l'équation de la deuxième loi de mouvement de Newton, on obtient l'équation 2. C'est ce qu'on appelle l'équation linéaire du moment. Comme on peut le voir dans l'équation, la vitesse v apparaît 3 fois. Elle a dans chaque cas une signification particulière. Dans le premier terme, elle représente la vitesse du système de fluide en certains points à l'intérieur du volume de contrôle. Dans le second terme, le premier V est la vitesse du fluide relative à un système de référence interne. Il aura donc des composantes le long des axes de coordonnées. Le deuxième V du second terme est impliqué dans le produit scalaire. Celui-ci représente le débit massique à travers un élément de surface. C'est une quantité scalaire. La vitesse dans ce cas présente la vitesse relative à la surface de contrôle. Pour bien la distinguer, nous la représenterons comme étant la vitesse du fluide mesurée par rapport à une surface de contrôle, VF divisé par CS. Si on souhaite plus de précision, on peut réécrire l'équation du moment sous cette forme. On voit donc que la somme des forces
est égale à la somme du changement dynamique local et du changement de moment convectif. En d'autres mots, le taux de variation temporelle de la quantité de mouvement linéaire d'un système est donné par la somme du taux de variation dans le volume de contrôle et du débit net de la quantité de mouvement traversant ces parois. Il est bien sûr possible de simplifier l'équation dans le cas d'un écoulement stationnaire. En effet, il n'y aura aucun changement local de quantité de mouvement dans le volume de contrôle. Et donc, le premier terme à droite de l'équation sera égal à 0. Nous aurons donc une somme des forces égale au produit de la vitesse et du débit massique sortant moins le produit de la vitesse et du débit massique entrant. Nous utiliserons souvent cette forme d'équation dans le cours. Voici un résumé des équations du moment que nous allons utiliser dans le cadre de ce cours. La forme générale de l'équation du moment comprend le terme de variation locale, alors que dans un écoulement stationnaire, il n'y aura pas de changement de quantité de mouvement. Le terme de variation par rapport au temps sera donc nul. Nous aurons donc une équation selon chaque composante x et y. Cela va nous être très utile en pratique. La catégorie des jets de fluide impliqueront des jets libres sortant d'une buse. Néanmoins, nous n'analyserons pas ce qu'il se passe à la buse. Vous pouvez voir à droite un flyboard. Cela permet à une personne de voler, entre guillemets, dans les airs. Mais comment est-ce possible? On sait que l'eau sort de la buse avec une vitesse v. Suite à cela, une réaction égale et opposée va se créer. Ici, le jetpack éjecte de l'eau à grande vitesse vers le sol, ce qui génère une force vers le bas. La force opposée résultante va donc pousser son utilisateur vers le haut, ce qui lui permettra de s'envoler. Voyons un premier exemple pour illustrer ce phénomène. Une fusée de 40 grammes est lancée à partir d'un banc d'essai afin d'évaluer sa poussée. Le jet qui sort du moteur de la fusée a un diamètre de 1 cm, une vitesse de 450 mètres par seconde et une densité de 0,5 kg par mètre cube. En assumant que la pression dans le jet est égale à la pression atmosphérique et en négligeant tout changement de moment à l'intérieur du moteur, trouvez la force F agissant sur la poutre qui soutient la fusée. Tout d'abord, on commence par définir le volume de contrôle. Ce sera le contour de la fusée, tel qu'illustré sur l'image. La somme des forces verticales agissant sur la fusée sera donnée par la somme de la force de poids W ainsi que la force Fr, soit la force que le support exerce sur la fusée afin de la tenir en place. On assume ici que cette force est dirigée vers le bas. On va maintenant appliquer l'équation du moment afin d'obtenir l'effet du jet sortant. Ici, il n'y aura aucun jet entrant. Le terme de droite sera donc nul. La vitesse sortante est donnée dans l'énoncé, soit 450 mètres par seconde. L'aire de la section par laquelle le jet sort est calculé à l'aide du diamètre de 1 cm, qui est également donné dans l'énoncé. Nous avons donc maintenant toutes les informations requises pour trouver la force Fr. En combinant les équations de l'étape 2 et de l'étape 3, on obtient une expression dans laquelle Fr est notre seul inconnu. Notez bien que le signe négatif ne s'applique qu'au vecteur de vitesse Vout, et ceci s'explique parce que la somme des forces est négative, c'est-à-dire vers le bas, du côté droit de l'équation.
En isolant Fr, on détermine que la force requise pour tenir la fusée en place est de 7,56 newtons. Enfin, en appliquant la deuxième loi de Newton sur le support, on trouve que la force exercée sur celui-ci est aussi de 7,56 newtons et elle est dirigée vers le haut. Voyons un autre exemple. Un jet de béton est projeté dans un chariot reposant sur une balance. La densité du béton est de 2400 kg par mètre cube. Sa vitesse est de 3,05 mètres par seconde et son air est de 0,09 mètres carrés. À l'instant démontré sur la figure, le poids du chariot et du béton est de 3550 newtons. Déterminez la tension dans le câble et le poids mesuré sur la balance. Assumez que le jet de béton est constant. Nous débutons de la même manière que le premier exemple en définissant le volume de contrôle. Dans ce cas-ci, ce sera autour du chariot de béton. On fait ensuite la somme des forces agissantes sur le chariot dans les deux directions. En X, nous avons simplement la tension du câble. En Z, il y a le poids du chariot, ainsi que la force de réaction normale exercée par la balance. On poursuit ensuite avec l'effet du jet de fluide. Ici, nous avons seulement un jet entrant, et donc la partie out sera nulle. Il suffit dès lors d'évaluer la vitesse et le débit massique du fluide pour chaque axe. Le débit massique, étant simplement un scalaire, sera le même pour les deux directions. On le trouve en multipliant ρ par l'aire du jet et par sa vitesse. On obtient 2400 fois 3,05 fois 0,09, soit 658,8 kg par seconde. Pour les vitesses, nous allons devoir les décomposer selon les axes X et Z. On obtient une vitesse de 1,525 mètres par seconde en X et une vitesse de moins 2,641 mètres par seconde en Z. Il est normal d'obtenir une vitesse négative dans la direction Z car le jet se dirige vers le bas et donc la force exercée par celui-ci sera aussi dirigée vers le bas. De son côté, la force due au jet en X se dirige vers la droite, ce qui est représenté par un signe positif selon notre convention. En combinant les équations, on trouve une tension dans le câble de 1004,67 newtons. Dans la direction Z, la combinaison des deux équations nous donne une force normale exercée sur la balance de 5289,89 newtons. Le poids du chariot initial étant de 3550 newtons, on peut donc remarquer que le jet contribue beaucoup au poids du chariot. Cela est provoqué par la force du moment. Les becs, appelés nozzles en anglais, sont des dispositifs d'écoulement utilisés pour accélérer un écoulement de fluide en réduisant la section transversale. Ils sont fréquemment utilisés pour contrôler le débit, la vitesse, la direction, la masse, la forme et ou la pression du flux qui en sort. Voyons un exemple avec un bec. La figure suivante montre de l'air circulant au travers un bec. La pression à l'entrée est de P1 est égale à 105 kPa, APS. Et la pression à la sortie est à la pression atmosphérique, soit 101,3 kPa, APS. Le bec a un diamètre interne à l'entrée de 60 mm et de 10 mm à la sortie. Il est connecté à des brides, flanges. Trouvez la vitesse de sortie de l'air et la force nécessaire
afin de garder le bec en place. Assumez que la densité de l'air est de 1,22 kg par mètre cube et que le poids du bec est négligeable. Avant de résoudre l'exercice, nous allons dessiner un diagramme de force FD et un diagramme de quantité de mouvement MD pour mieux visualiser le problème. Comme vous pouvez le voir, nous avons deux forces qui agissent sur le volume de contrôle et deux impulsions, une qui entre dans le volume de contrôle et une autre qui en sort. Par conséquent, l'équation du moment peut s'écrire comme étant l'équation A. Voici les informations dont nous disposons pour résoudre le problème. Les deux pressions manométriques sont de 3,7 et de 0 kPa. Le diamètre à la section 1 est de 60 cm et il est de 10 cm à la sortie. Nous savons également que le fluide a une densité de 1,22 kg par mètre cube. En posant que la somme des forces statiques est égale à la somme des forces de l'équation du moment, nous pourrons isoler la force F nécessaire pour tenir le bec en place. Pour trouver sa valeur, il suffira de substituer ce que l'on connaît déjà dans l'équation résultante. Cependant, nous ne connaissons pas les valeurs des vitesses V1 et V2. Pour trouver ces deux valeurs, nous aurons besoin de deux équations. Dans notre cas, nous pouvons utiliser l'équation de continuité ainsi que l'équation de Bernoulli entre les points 1 et 2. Pour l'équation de Bernoulli, nous pouvons ignorer les termes d'élévation puisque les deux points sont au même niveau. En outre, la pression au point 2 est nulle. Il ne reste donc que trois termes dans l'équation, soit le terme de pression au point 1 et les deux termes de vitesse. Avec l'équation de continuité, nous pouvons établir un ratio entre les vitesses. Nous obtenons une relation directe qui indique que la vitesse au point 2 est 36 fois plus grande que celle au point 1. En combinant ces deux équations, nous pouvons facilement trouver la valeur des deux vitesses. On trouve que V1 est égal à 2,16 et que V2 est égal à 77,9 mètres par seconde. Nous disposons maintenant de toutes les informations pour résoudre le problème et trouver la force F. En substituant tous les termes connus dans l'équation de départ, nous trouvons une force de 9,9 newtons. Notez ici que nous obtenons un signe négatif car la direction de la force est vers la gauche, alors que nous avions initialement assumé qu'elle pointait vers la droite. Dans les conduites, il est fréquent d'utiliser un coude. Le coude d'un tuyau est une composante structurelle utilisée pour effectuer un virage avec un certain angle. Il est souvent relié à des longueurs droites de tuyau par des brides. Une bride est un disque rond avec un trou au centre qui glisse sur un tuyau. Le bride est souvent soudé directement sur le tuyau. En outre, ils sont boulonnés ensemble pour connecter des sections de tuyaux. Pour ce type d'application, l'équation de quantité de mouvement peut être simplifiée sous la forme de la somme des forces est égale à m point fois parenthèse V2 moins V1, tel que nous l'avons vu dans l'exemple précédent. Voyons un exemple illustrant les conduites. Une conduite courbe de 1 mètre de diamètre transporte de l'huile avec un SG de 0,94 à un débit constant de 2 mètres cubes par seconde. La courbe a un angle de 30 degrés et est dans le plan horizontal. Le volume d'huile dans la conduite est de 1,2 m3 et le poids de la conduite vide est de 4000 newtons. Assumez que la pression le long de la ligne d'action centrale de la conduite est constante,
à 75 kPa manométrique. Trouvez la force nette afin de tenir la conduite en place. Nous allons ici aussi faire des diagrammes de force FD et de quantité de mouvement MD. Cette fois, nous allons décomposer les forces agissant avec un angle d'après leurs composantes X et Y. Les équations qui résultent de ce processus sont présentées ici. Nous allons les utiliser pour trouver les deux composantes de la force F requise afin de tenir la conduite en place. Voici donc les deux équations en question. La première résume les forces en X et la deuxième les forces en Y. Comme d'habitude, les forces statiques sont à la gauche du signe d'égalité et les forces provenant de l'équation du moment sont à droite. Nous devons trouver les termes manquants dans les équations afin de les résoudre. Commençons avec les vitesses. Puisque l'aire de la section est égale aux deux points, nous savons que V1 est égal à V2. La vitesse est donc trouvée en divisant le débit par l'aire de la section, ce qui nous donne une vitesse de 2,55 mètres par seconde. Nous pouvons donc ensuite calculer le terme m.v. Il s'agit de multiplier ρ par le débit et par la vitesse trouvée. On obtient une force de 4,79 kN. Pour ce qui est des forces de pression, il s'agit simplement de multiplier la pression dans la conduite par l'aire de la section. De cette manière, nous trouvons des forces de 58,9 kN. En substituant la vitesse, le débit massique et les forces de pression calculées dans les deux équations de départ, nous sommes en mesure de la résoudre et de trouver les composantes X et Y de la force F. Nous obtenons un Fx de moins 8,53 kN et un Fy de moins 31,8 kN. Évidemment, nous trouvons des valeurs négatives puisqu'on avait assumé des directions positives pour ces deux forces selon notre convention initiale. Finalement, il ne reste qu'à trouver la composante Z de la force F. Nous pouvons voir que c'est la force requise pour contrer la force de gravité agissant sur la conduite. Il n'y aura aucune force provenant du débit du fluide qui aura un impact sur cette composante. Par conséquent, pour la trouver, il suffit de trouver le poids total de la conduite et du fluide qui s'y trouve. On nous donne le poids de la conduite vide, qui est de 4000 newtons, ainsi que le volume d'huile dans celle-ci, de 1,2 m3. En utilisant ces informations, on peut facilement trouver la composante Z de la force, qui est de 15,1 kN. Les palettes sont des composants structurels, généralement minces, qui sont utilisés pour faire tourner un jet de fluide. Une palette est utilisée dans de nombreux composants. On en trouve dans les turbines, les voiles de navire et dans un inverseur de poussée sur un moteur d'avion. Comme d'habitude, pour un écoulement stationnaire, on peut simplifier l'équation comme étant la somme des forces est égale à la somme des moments sortants moins la somme des moments entrants. Voyons un exemple avec des palettes. Le jet d'eau de la figure suivante frappe perpendiculairement une plaque fixe. Négligez la gravité et le frottement et calculez la force F en N nécessaire pour maintenir la plaque fixe. Prenons le volume de contrôle autour de la plaque. On peut voir qu'il n'y a qu'un seul débit entrant et que celui-ci est horizontal. Donc, il y a seulement une composante en X. Cela revient à dire que le terme de débit sortant est nul. La seule force statique agissant sur la plaque est la force F qui la tient en place. De la même manière, la seule force provenant du moment du jet
peut être écrite avec l'équation ici. Ici, le signe négatif vient du fait qu'il s'agit d'une force entrante dans le WC, même si la direction du jet pointe vers la direction positive. En substituant les paramètres connus, soit la densité, l'aire de la section et la vitesse du jet, on peut facilement résoudre cette équation et trouver une force F de 500 newtons. Voyons un autre exemple. Un camion avance à 5 mètres par seconde. Il racle une neige fondante liquide de 0,25 mètres de profondeur. Si la neige fondante a une densité de 125 kg par mètre cube et est projetée vers le haut, à un angle de U est égal à 60 degrés, à partir de la lame de 3 mètres de large, déterminez la force de traction des roues sur la route nécessaire pour maintenir le mouvement. Supposez ici que la neige fondante est éjectée de la pelle au même rythme qu'elle entre dans la pelle. Dans cet exemple, il faut simplement trouver la force horizontale des roues sur la chaussée. Nous allons donc travailler seulement avec la composante X. Pour débuter la résolution du problème, il faut dessiner un diagramme de force et s'en servir pour déterminer les forces agissant sur la pelle. Le débit massique peut être calculé en multipliant la densité de la neige, qui est de 125 kg par mètre cube, par le débit. Le débit, comme d'habitude, peut être trouvé en multipliant la vitesse de 5 mètres par seconde avec l'air de 3 mètres de large fois 0,25 mètres de hauteur. Ainsi, on trouve un débit massique de 468,75 kg par seconde. De plus, à l'aide de l'équation de continuité et en assumant la même aire de section à la sortie de la pelle, on trouve que les vitesses V1 et V2 sont toutes les deux de 5 mètres par seconde. Si on fait la somme des forces maintenant, du côté statique, à gauche, nous avons seulement la force de traction des roues, Fx. Du côté droit, nous avons une force entrante et donc négative se dirigeant vers la gauche, négative également. Cela explique les deux signes négatifs, ce qui donne une force positive et donc une force vers la droite. Pour la section sortante, la composante en X de la force est obtenue en multipliant la force totale par le cosinus de l'angle, soit 60 degrés. Si on combine le tout, il ne reste que la force Fx à trouver. Le calcul nous dit qu'on doit avoir une force de 3,52 kN afin de maintenir la poussée. On peut aussi se servir de l'équation du moment dans la conception de portes coulissantes. Ce sont des structures hydrauliques courantes pour contrôler le débit et le niveau d'eau dans les canaux ouverts. En utilisant l'équation de continuité et l'équation du moment, il est possible de calculer les forces exercées sur une porte telles que montrées dans l'équation au bas de la diapositive. Voyons un exemple ensemble. Une vanne de fond dans un canal de largeur B est représentée dans ses positions fermées et ouvertes sur les figures suivantes. La force d'ancrage nécessaire pour maintenir la vanne en place est-elle plus grande lorsque la porte est fermée ou lorsqu'elle est ouverte? Voici le volume de contrôle que nous allons définir pour les deux situations avec les forces agissant sur chacune. Commençons notre analyse avec la porte fermée. Les deux forces statiques agissant sur la porte sont la force de pression horizontale provenant du fluide. Nous avons vu au module 2 que cette force peut être obtenue en multipliant le poids spécifique du fluide
avec la moitié de la profondeur H. Ceci nous donne la pression exercée sur la porte. Alors, pour obtenir la force, il suffira de multiplier le tout par l'air de la porte, soit H fois B. De l'autre côté, nous avons la force Rx, qui est la force requise pour garder la porte en place. Puisque la porte est fermée, il n'y a aucun écoulement dans le WC. Donc le côté droit de l'équation du moment est égal à 0. En combinant les équations, il est facile de résoudre le problème pour trouver la force Rx. Celle-ci est donnée par 0,5 fois gamma fois h au carré fois b. Lorsque la vanne est ouverte, les deux forces statiques agissant sur la porte sont les mêmes. De plus, il y a une troisième force qui provient de la pression du fluide à la section 2. Elle est calculée de la même façon que la force de pression de la section 1. La seule différence ici sera la profondeur du fluide. De plus, le côté droit de l'équation du moment ne sera pas nul car il y aura un écoulement dans le WC. Il y aura un débit entrant à la section 1 ainsi qu'un débit sortant à la section 2. En écrivant le tout dans l'équation du moment, on obtient une expression pour calculer Rx. Remarquez ici que le terme en rouge correspond exactement au terme que l'on avait calculé pour la porte fermée. Par conséquent, étant donné que la vitesse à la section 2 est plus grande que la vitesse à la section 1, en comparant les expressions pour Rx, on peut voir que la force de réaction entre la vanne de l'eau est plus petite lorsque la vanne est ouverte que lorsqu'elle est fermée. Lorsqu'un objet se déplace à une vitesse constante, le cadre de référence peut être placé sur l'objet en mouvement ou fixé sur la Terre. Mais le moyen le plus simple de résoudre le problème est de mettre la référence sur le mobile, car cela nous permet de simplifier considérablement les calculs. Voyons un exemple. Un courant de 25 mm de diamètre s'écoule à 10 mètres par seconde contre une pale et est dévié de 180 degrés comme illustré ci-dessous. Si la pale se déplace vers la gauche à 2 mètres par seconde, déterminez la force horizontale F de la pale sur l'eau. Pour débuter, nous allons calculer les vitesses relatives à l'entrée et à la sortie. Puisque la pale se déplace à 2 mètres par seconde vers la gauche et que le jet arrive à une vitesse de 10 mètres par seconde vers la droite, la vitesse relative sera de 10 moins 2, soit 12 mètres par seconde. Une fois le fluide dans le système, le principe de continuité fait en sorte que la vitesse relative sortante sera égale à la vitesse entrante. En effet, l'aire de la section est la même si le système se déplace de façon constante. Donc, la vitesse de sortie sera aussi de 12 mètres par seconde. En utilisant la vitesse trouvée, on peut calculer le débit massique entrant et sortant, ce qui nous donne 5,89 kg par seconde. Enfin, il ne reste plus qu'à appliquer l'équation du moment dans la direction horizontale. D'un côté, nous n'avons que la force F qui tient le système en place, ou plutôt en mouvement constant. Et de l'autre côté, nous avons un débit sortant vers la gauche, et donc négatif, et un débit entrant vers la droite, et donc négatif également. En effectuant le calcul, on trouve une force F de 141 newtons agissant vers la gauche. Compliquons un peu le problème précédent. Résoudre le problème de l'exemple 8 si la pale se déplace cette fois-ci vers la droite à 2 mètres par seconde. À quelle vitesse la pale doit-elle se déplacer vers la droite pour réduire la force F à 0?
L'analyse du problème est similaire ici, mais maintenant, la vitesse relative est de 8 mètres par seconde, puisque la pale se dirige dans la même direction que le jet. Donc ici aussi, la vitesse sortante sera de 8 mètres par seconde. Le reste des calculs est le même que l'exemple précédent. On trouve le débit massique en multipliant la densité, la vitesse et l'aire de la section, ce qui nous donne 3,93 kg par seconde. Finalement, en appliquant l'équation du moment, on trouve une force F de 62,8 newtons. Pour répondre à la deuxième partie du problème, c'est-à-dire à quelle vitesse doit se déplacer la pale afin que la force F soit nulle, il suffit de réfléchir un peu pour voir si la pale se déplace à la même vitesse que le fluide, soit à 10 mètres par seconde. Ici, la vitesse relative entrante, et donc sortante aussi, sera nulle. Cela se résume à faire une somme des forces dues au moment nul, et donc F est égal à 0. Voyons un dernier exemple pour ce module. Le camion de la figure ci-dessous se déplace vers la gauche à 5 mètres par seconde dans un courant d'eau de 50 mm de diamètre, avec un débit de 8 litres par seconde. Déterminez la force dynamique que le flux exerce sur le camion s'il est dévié du pare-brise dans le plan vertical. Faisons le diagramme des forces agissant sur le camion, nous permettant de décortiquer le problème. Pour débuter, on trouve la vitesse du jet à l'aide du débit et de l'aire de la section transversale. On obtient une vitesse de 4,074 mètres par seconde. Par la suite, nous avons besoin des vitesses relatives entrantes et sortantes. Puisque le camion se dirige vers la gauche à une vitesse de 5 mètres par seconde, la vitesse relative au point d'entrée, c'est-à-dire le point A, est de 4,074 moins 5, ce qui donne 9,074 mètres par seconde. Ce sera d'ailleurs la vitesse de sortie du système de par le principe de continuité. La prochaine étape consiste à calculer le débit massique. On obtient un débit de 17,82 kg par seconde. Maintenant, nous allons considérer les forces sur l'axe horizontal. La force du côté gauche est la force exercée par le camion pour avancer à une vitesse constante. Du côté droit, nous avons le flux sortant qui doit être multiplié par le cosinus de 40 afin de considérer seulement la composante horizontale. En outre, nous avons aussi un flux entrant qui, lui, est horizontal. En ajoutant tous ces termes dans l'équation du moment, nous sommes en mesure de trouver la force en X requise pour avancer le camion. On trouve un Fx de 37,83 newtons et c'est appliqué vers la gauche. Le même principe s'applique pour la force verticale, Fy. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de flux entrant, seulement un flux sortant. On trouve une force de 103,9 newtons vers le haut. En combinant les deux composantes, on trouve une force résultante F de 111 newtons. Nous pouvons facilement trouver l'orientation de cette force en utilisant les principes de base de la trigonométrie. L'interprétation du résultat nous indique aussi que cette force de 111 newtons est la force dynamique qui agit sur le pare-brise du camion, dans le sens opposé, soit vers la droite et vers le bas. Voici ce qui termine notre module. Bon travail à tous et bonne semaine.